Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite au nom de Visiative la bienvenue dans ce parcours dédié à la 3D Expérience. Je m'appelle Laurent Simon, je suis le directeur du pôle avant-vente chez Visiative et je serai accompagné aujourd'hui par Cédric Grandin qui est consultant chez Visiative. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une session qui est intitulée Pilotage et supervision du développement du produit dans la 3D Expérience. C'est une session qui doit vous permettre de comprendre comment la 3D Expérience va vous aider à piloter votre produit, comment vous allez pouvoir formaliser les besoins et principalement les exigences, comment enrichir les informations inhérentes à la définition du produit et à l'évolution du produit au cours de son développement, et tout simplement aussi comment aider l'ensemble de l'équipe à prendre les bonnes décisions autour de ce développement du produit. Nous n'avons pas la prétention, évidemment, ni surtout le temps de vous montrer toutes les capacités de la 3D Expérience dans un tel contexte. Et nous allons nous concentrer sur un scénario classique tel que vous devriez avoir à le vivre dans vos entreprises respectives. Avant toute chose, il est sûrement important de revenir sur ce qui a été dit et présenté dans la vidéo précédente, qui était dédiée à la conception CATIA dans la 3D Expérience. On a vu comment, grâce à la 3D Expérience, on a fait évoluer la conception d'une moto dans un contexte industriel qui nous servait de fil conducteur pour ces démonstrations, en utilisant les fonctionnalités de CATIA dans la 3D Expérience, mais également les capacités de la plateforme à nous faire évoluer dans un espace collaboratif. Cette moto, c'est bien plus qu'une succession de pièces, d'assemblages, de plans, mais c'est bien un produit en tant que tel. Et ce produit ne se définit pas seulement par ses représentations CAO, mais aussi par ses définitions fonctionnelles, les normes qui vont la régir et qui vont définir son cursus de développement, et une composition d'articles, évidemment. De plus, la façon dont ce projet sera conduit aura un impact significatif sur l'atteinte des objectifs et sur les coûts de conception. C'est pourquoi nous allons nous concentrer maintenant sur la partie pilotage de ce produit et plus particulièrement sur le pilotage de la conception de la moto en tenant compte d'informations complémentaires telles que la composition de l'équipe projet, les exigences marketing ou la gestion de sa nomenclature. Donc notre première action va être de nous connecter en tant que chef de projet dans la 3D Experience Platform. Donc on arrive sur l'étape qu'on va appeler piloter le produit, on arrive sur une vue globale du projet et notre chef de projet, en arrivant sur ce qu'on appelle son tableau de bord projet, il accède à une vue de l'ensemble des projets sur lesquels il intervient. Il voit tout de suite l'état d'avancement de tous ces projets, mais aussi les différents livrables qui sont en attente ou sur les problèmes identifiés actuellement. Par exemple, on voit ici que pour le projet NACA 1000 qui nous concerne, qui est le projet qui régit la définition de notre moto, ce projet-là, il est plutôt sur la bonne voie. Les indicateurs sont relativement bons, mais on peut remarquer en rouge quelques alertes au niveau de l'exploitation des ressources et de quelques risques qui ont été identifiés. Par contre, sur un deuxième projet pour lequel le chef de projet intervient, le projet NACA 1900, ce projet est clairement plutôt dans le rouge à cause du planning et de problématiques de finances. Mais par contre, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a plus de disponibilité des équipes autour de ce projet. Donc, sans rentrer dans mes différents projets, sans avoir à collecter moi-même ces différentes informations et m'en faire une interprétation, mais j'ai une vue globale de l'ensemble de mes projets. On va faire maintenant un focus sur un projet en particulier. Dans la vidéo précédente, on s'était intéressé à la conception de la moto NACA 1000. On va maintenant rentrer dans ce projet. Donc, on arrive une fois de plus dans un premier tableau de bord qui nous montre une vue holistique, globale, de l'état d'avancement du projet. On a différents indicateurs qui s'offrent à nous, comme l'état d'avancement, les tâches en retard, par exemple. Et ce qu'on remarque directement, c'est que nous avons une personne qui est en surcharge. Donc, c'est clairement identifié dans le tableau de bord du chef de projet. Et ça va nous permettre d'effectuer directement une action corrective dans le plan projet et d'anticiper tout retard du projet. Qui dit projet dit gestion de planning des équipes, où l'on va retrouver une structure classique qu'on appelle WBS, bien souvent Work Breakdown Structure, mais qui n'est rien d'autre qu'un découpage projet sous forme de phases, de tâches, de sous-tâches, etc.,
avec les différents pourcentages d'avancement, le progrès de ces différentes étapes, les assignations de ressources et toutes les interdépendances autour de ces tâches. Ce découpage projet, on peut également l'obtenir graphiquement sous la forme d'un diagramme de Gantt, tout ce qui est de plus classique, qui parle beaucoup plus aux chefs de projet. Un diagramme qui est dynamique, qui est éditable, que le chef de projet va pouvoir faire évoluer directement, ce qui aura un impact, évidemment, vous l'avez compris, sur le diagramme WBS et puis sur l'avancement du projet. Merci Cédric. On a aussi une vue macro qui va nous permettre de facilement et plus rapidement identifier les différentes tâches principales du projet. Donc ces tâches, elles sont définies par le chef de projet ou par l'avancement du projet en lui-même. On a des tâches bien classiques, des tâches d'analyse, de définition, de prototypage, etc. etc. Ce qu'on voit très rapidement, c'est que la première phase, la phase d'analyse, elle est verte, elle est validée, cochée, terminée. Et maintenant, nous sommes bien sur la phase de définition. Et bonne nouvelle, ce qu'on peut remarquer avec le positionnement de la petite flèche bleue, nous sommes en avance finalement sur le planning estimé. Les autres possibilités sur ces visions, cette vue macro, cette vue macro du projet, ça va être aussi d'accéder rapidement aux différentes réunions, aux différentes décisions qui auraient été prises en sortant de ces réunions, aux checklists et aux livrables associés à la phase d'analyse et aux phases suivantes. Merci Cédric. Maintenant, si on revient sur la vue planning, où nous avions vu le découpage des actions, on va voir maintenant comment assigner à ces tâches, à ces actions, assigner des personnes en basculant sur la vue d'affectation. Voilà, la vue d'affectation, concrètement, c'est une matrice qui est définie par l'ensemble des tâches et l'ensemble des membres associés à notre projet. Là, le projet NACA1000 en ce qui nous concerne, et qui peuvent être des membres de ma société, mais également des fournisseurs, des sous-traitants qui ont une entrée, qui sont définis dans le projet de la 3D Experience. Et d'ici d'un simple clic en tant que chef de projet, on va associer des ressources à des tâches, on peut retirer, désaffecter, différentes ressources. Et on va gérer le taux d'occupation, le taux de charge de nos équipes de cette façon-là. De la même façon, maintenant, dans la vue d'allocation, nous allons allouer des charges de travail aux membres, aux différents membres qui composent mon projet, pour gérer leur temps d'activité sur le projet et éviter toute surcharge, évidemment. Voilà. Et maintenant, dans la partie exécution de notre projet, nous allons aussi pouvoir gérer ce qu'on appelle les problèmes et les risques. Donc toujours associé à ce projet, on a la possibilité de piloter différentes analyses, par exemple l'analyse financière qui a un impact direct sur les coûts associés et sur l'affectation des lignes de budget au cours de la création de mes étapes et au cours de l'avancement de mon projet de conception. Un projet, c'est aussi évidemment une collecte d'informations en provenance de multiples horizons et via la gestion documentaire intrinsèque de la plateforme, on va gérer un certain nombre de documents, de livrables directement à partir des dossiers. Voilà. Donc on va revenir maintenant sur la vue planification et sur la partie définition. Et sur les différentes tâches qui définissent, les différentes étapes et les phases de construction de mon projet, on va y trouver également des livrables associés. Et dans les livrables associés, on a des documents qui viennent de toutes les directions et de tous les départements de l'entreprise, mais on va aussi y trouver des spécifications. Et les spécifications, c'est ce qu'on vous propose de voir maintenant, c'est de nous concentrer sur cette partie-là en passant la main au responsable marketing. Et on va formaliser les différents besoins exprimés dans le cadre de la conception de notre moto NACA1000. Finalement, on a parlé de spécification, mais qu'est-ce qu'une spécification ? Alors une spécification, c'est une information ou un ensemble d'informations définissant les objectifs à atteindre de mon produit.
Donc on va retrouver des spécifications à différents niveaux, de plus en plus fins, j'ai envie de dire. Il y a des spécifications sur les fonctionnalités, les besoins attendus du produit, mais également sur des sous-éléments, sur des fonctionnalités particulières de notre produit. On va commencer par avoir une vue générale des spécifications liées à notre produit, puis faire un focus sur l'une d'entre elles. Donc, ce que l'on obtient, par exemple ici, c'est la composition de cette spécification. On a pris une spécification et avec les notions classiques qu'on va retrouver dans une définition de spécification, des notions de chapitre, de sous-chapitre et de définition de l'exigence. Ces informations que vous retrouvez ici dans la plateforme, elles ont été obtenues via l'import d'un simple document Word. Et ça c'est vraiment un gros avantage de la plateforme. On a souvent un document Word qui va être fourni par le service marketing, qui est en provenance du client ou directement régi par le service marketing. Et ce document de spécification, il va être ingéré, il va être importé dans la plateforme via une fonctionnalité de la 3D Experience. Donc voilà le document qui a servi à injecter ces spécifications. Donc le responsable marketing, finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de ce document et on a capturé l'ensemble des exigences dans la plateforme. Et là, la grosse nouveauté déjà, ce qu'on peut mettre en avant, c'est qu'on passe d'un modèle, je vais faire de l'anglicisme, mais file-based à un modèle data-driven. En clair, je passe d'un modèle un modèle documentaire où il faudrait analyser le contenu de tous les documents contenant des spécifications et pouvoir, je dirais, interpréter et exploiter ces différentes spécifications une après l'autre, à un modèle où le contenu de l'information, il est exploité, il est capturé et il est exploité au niveau le plus fin. Le gros intérêt, c'est que toutes ces exigences vont pouvoir maintenant être exploitées, utilisées, amendées indépendamment. Si on revient sur la vue de notre exigence, on a bien récupéré le texte, mais on a aussi récupéré très facilement les images, le contenu des tableaux, et c'est utilisable indépendamment. Maintenant que ces exigences sont dans la plateforme, on va encore les enrichir. On va enrichir des informations avec des métadonnées, on va les classifier, on va ajouter des difficultés, des priorités, mais aussi des informations sur la couverture ascendante et descendante de nos exigences. C'est le principe du cycle en V. Toutes ces notions ainsi couvertes sont les fondements de base du cycle RFLP. Alors, ça ne parle peut-être pas encore à tout le monde, donc on va faire juste un petit aparté sur la notion de RFLP. Derrière cet acronyme, on n'a ni plus ni moins qu'un concept qui va associer la définition des exigences, donc les exigences en anglais requirement, le R de RFLP, des fonctions du produit, donc function, le F, de la structure logique, logical, L, mais aussi de ses composants physiques, physical, donc P en anglais, et cela dans tous les domaines mécaniques, électriques et logiciels. En clair, cette notion va permettre d'assurer et de vérifier la cohérence des exigences du produit avec la définition d'une architecture de solution en tenant bien compte de toutes les interdépendances. Si je reprends ma moto sur un exemple un peu plus concret, mon sélecteur de vitesse par exemple, il est défini à la fois par des exigences de taille, de comportement en cas de choc, des règles sécuritaires, des attentes en matière de fonction, tout simplement, à quoi il doit me servir, sa structure logique, c'est un actionneur mécanique avec un impact sur la boîte de vitesse et potentiellement un retour d'information sur le tableau de bord. Il y a une nomenclature également qui va avec. Et finalement des résonances physiques avec les choix technologiques de ma conception mécanique et le câblage électrique proprement dit. Donc on va retrouver dans cette notion de RFLP ces différents piliers qui ne sont rien d'autre que la définition complète des attentes, des solutions de mon produit. Donc revenons maintenant sur ces exigences, on va faire un petit focus sur les exigences. Donc on va retrouver notre carte d'identité de l'exigence, ses propriétés, mais surtout les objets associés, où l'on va détailler différentes choses. Par exemple, les cas d'emploi de cette exigence, puisqu'elle est potentiellement en relation avec d'autres produits ou d'autres projets dans ma société, les cas d'utilisation de cette exigence et les cas d'essai permettant de valider ou non cette exigence.
Reprenons des notions avec un exemple simple et en rapport avec la moto. Imaginons que dans le cadre du développement de notre moto, on souhaite assurer au pilote une autonomie minimum de 250 km. Donc l'exigence en elle-même, ça va être une autonomie supérieure à 250 km dans toutes les configurations de pilotage. Les cas d'emploi, on va parler dans ce cas-là d'analyse d'impact, puisque la validation de cette exigence aura un impact sur différents produits de ma gamme. Je peux imaginer que dans le cas de l'autonomie garantie à 250 km, ça sera une exigence de toute ma gamme de motos routières, ce qui ne sera peut-être pas le cas pour les motos sportives. On parle aussi de cas d'utilisation. Dans ce cas précis, le cas d'utilisation, c'est en roulant sur route ouverte et non pas sur un usage circuit. Les cas d'essai, on va détailler tous les essais qui vont permettre de valider ou pas cette exigence, par exemple en utilisant une cartographie en mode sport, en mode route, pilote seul, en duo avec un passager, avec ou sans carénage, etc. etc. Donc voilà l'intérêt, la définition de ces différents cas d'utilisation, d'essais et de définition des exigences. On va s'intéresser aussi à la traçabilité de la spécification. La traçabilité, elle va nous permettre de nous intéresser aux relations exigence-exigence, donc ce qu'on appelle des relations dérivées, puisque les exigences peuvent avoir des relations entre elles, exigence fonctionnelle, donc avec des fonctions particulières, et aussi exigence cas d'essai. C'est ce que Cédric peut vous montrer actuellement. Je vois que mon exigence est gérée par différents cas d'essai. Je vais tester, je vais faire des essais dans différentes configurations et que ces essais sont dans des états, ce qu'on voit sur le statut de lien actuellement, sur des états qui sont non validés, validation réussie ou échec de validation. Encore un dernier point concernant la supervision et la compréhension des exigences. J'allais oublier la possibilité d'utiliser les fonctions de base de tableau de bord de la plateforme et ces indicateurs qui permettent de contrôler l'évolution et l'état d'avancement de la spécification. Voilà, donc on va retrouver sous la forme de tableau de bord un certain nombre de spécifications d'exigences qui sont rangées par catégorie et on va rapidement avoir un aperçu et une vision globale de l'avancement, de la classification, de la couverture de ces différentes exigences. Voilà pour cette partie exigence. Encore désolé pour les termes barbares, mais il nous semblait important de les aborder aujourd'hui. On va passer maintenant à une phase supplémentaire qui va être une phase d'enrichissement du produit. Le produit va évoluer dans sa phase de définition et on va voir comment, grâce à la 3D expérience, on va enrichir les informations dans la plateforme. On a parlé jusqu'à présent de gestion de produit, on a parlé de gestion de spécification, mais au final, ce qu'on développe, ce n'est pas un projet, ce ne sont pas des exigences, mais c'est bien un produit. Donc on va revenir dans le concret, on va revenir sur la vue produit. Voici la vue du produit où on va retrouver dans la plateforme sa carte d'identité avec pas mal d'informations en provenance de tous les horizons de la plateforme et donc de tous les rôles et de tous les contributeurs à la plateforme, d'où le côté collaboratif permanent de la 3D expérience. On remarque dans les menus que ce produit peut être lié à une gamme de produits, à une ligne de produits, à un modèle. Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut avoir des produits dérivés. Pour faire simple, je vais pouvoir gérer dans ma plateforme mes évolutions de ma moto, suivant des problématiques de gamme, par exemple liées à des pays. Je vais avoir des normes anti-pollution différentes, liées à des lignes de produits relatifs à des unités de production, en fonction des sites qui vont produire ma moto, des versions différentes, des cylindrées différentes, etc. etc. Donc la 3D expérience, elle va nous permettre de gérer depuis la vue produit toutes les interdépendances, toutes les relations entre ces gammes, ces variantes, etc. Ce produit, il se développe, il évolue, et tout cela toujours à travers notre projet de début, notre projet de départ, sous contrôle du chef de projet, avec des impératifs budgétaires ou de ressources. Et on va retrouver le projet qui est lié à notre produit, ici très facilement. En fait, autour de cette vue produit, on va avoir une vue globale 360 de toutes les informations relatives à mon produit et nécessaires à mon travail de chef de projet. Donc, de la même façon, on va retrouver nos exigences, les différents problèmes rencontrés lors du développement, les différentes variables
et variantes produits et configuration. C'est également au niveau de ce produit qu'on va pouvoir créer des plans de fabrication, des instructions de travail, des fiches au poste, etc., avec les nomenclatures fabrication qui y sont associées, et de répartir éventuellement les tâches entre différentes unités de production. On rentre là, je pense que vous l'avez compris, dans des autres capacités de la plateforme, mais ce qui devrait faire l'objet d'une présentation ultérieure, puisqu'on va dépasser le rôle de gestion uniquement du projet. Ce qui est également intéressant de voir, c'est de basculer sur la nomenclature générique du produit. Donc le chef de projet, depuis sa vue produit, va pouvoir passer sur la vue générique, la nomenclature générique du produit. Et le principal intérêt, ça va être de pouvoir associer à notre nomenclature produit, qu'on appelle la EBOM, la Engineering BOM, à la fois une nomenclature CAO, une nomenclature CAD, la CAD BOM, ce qu'on voit à droite, et la définition globale du produit. Donc, regardons plus en détail la nomenclature en vue graphique, qui va nous permettre de balayer l'ensemble des éléments et directement depuis cette vue, avoir un accès à toutes les infos relatives à un assemblage. Voilà, donc Cédric va déployer quelques éléments et rentrer dans certains sous-assemblages. Voilà. Donc je récupère la structure et la nomenclature en provenance finalement de Katia et je vais pouvoir très rapidement ici, même en tant que chef de projet, en tant que contributeur, avoir des informations sur des informations relatives aux pièces, aux assemblages, etc. Mais aussi d'enrichir la nomenclature avec des éléments nouveaux. Donc ça c'est aussi quelque chose de très intéressant en tant que chef de projet ou en tant qu'ingénieur responsable du produit. Typiquement, par exemple, on va rajouter une pièce, ou un élément, un article, qui n'a pas forcément de représentation 3D. Donc on est bien sur cette notion d'article qui vient composer, qui vient enrichir la nomenclature de notre moto. Dans notre cas, on va partir par exemple du principe qu'on va rajouter au groupe amortisseur arrière de la moto, on va rajouter de l'huile et une pochette de joint pour la maintenance de l'amortisseur arrière. Voilà, bon, vous l'avez compris, on peut enrichir ou modifier la composition de la nomenclature. On pourrait faire des nomenclatures dérivées, des nomenclatures spécifiques à certains usages en interne dans la société ou pour des besoins d'export d'informations. Maintenant que notre nomenclature EBOM est complétée par des éléments qui ne viennent pas qui ne sont pas en provenance du CAD, on peut par exemple les comparer, on peut comparer nos nomenclatures depuis Katia. Donc l'intérêt dans ce cas-là, c'est de mettre en évidence facilement, graphiquement, les différences au niveau du contenu des nomenclatures. Donc on va retrouver l'amortisseur qui avait été défini par nos designers dans la vidéo précédente, et on va pouvoir comparer l'assemblage 3D avec la nomenclature produit qui vient d'être amendée, qui vient d'être modifiée directement depuis la plateforme. Donc ce qu'on remarque, c'est que dans un premier temps, grâce à un code couleur, on va pouvoir mettre en évidence toutes les différences, donc les éléments qui sont supplémentaires, les pièces qui ont été supprimées, des quantités différentes, etc., etc. Voilà pour notre partie liée aux nomenclatures. Maintenant, voyons comment utiliser la 3D expérience finalement pour prendre les bonnes décisions et pour interpréter les informations de manière unique, de manière constante, consistante pour l'ensemble des utilisateurs de la plateforme. Donc prendre les bonnes décisions, on va revenir maintenant à un rôle de chef de projet. Cédric va se reconnecter en tant que chef de projet à la plateforme. Le rôle du chef de projet, il a évidemment, j'ai envie de dire, la maîtrise du pilotage de son projet grâce à cette plateforme, et il souhaite aussi pouvoir faire bénéficier à l'ensemble de son équipe de cette bonne gestion des informations et de cette vision du pilotage.
Donc il va pouvoir préparer aussi pour l'ensemble de ses équipes les bons tableaux de bord et les bons indicateurs, ceux qui vont servir à piloter, à monitorer l'avancement du projet de ma moto. Donc bien sûr, la plateforme elle permet l'utilisation de tableaux de bord prédéfinis qui sont facilement réexploitables, mais il est aussi possible d'en créer des spécifiques et même de les partager. Je vais donc dans mon application qui me permet de créer des tableaux de bord. Je crée un nouveau tableau de bord qu'on va appeler NACA 1000 et qui arrive vide évidemment, que je vais enrichir. Donc pour l'enrichir, je repasse par le compas, le cadran Est qui est affecté à l'information décisionnelle et je vais disposer de différentes applications sociales et collaboratives. Parmi ces applications, je vais premièrement insérer ce qu'on appelle mon espace de travail collaboratif, ce qu'on appelle le 3D Space. Voilà. Je vais par exemple avoir aussi l'envie de suivre et de superviser rapidement l'ensemble des projets pour lesquels, ou sur lesquels j'interviens. Donc, je vais récupérer mes différents projets. J'ai aussi besoin de voir les différentes tâches qui me sont affectées et de pouvoir les suivre assez facilement. Donc je vais insérer les tâches. Et enfin, un viewer 3D qu'on appelle le 3D Play au niveau des applications. Voilà, donc reste maintenant à Cédric à mettre en forme son tableau de bord, à modifier les préférences d'affichage avec les différentes infos qu'il souhaite obtenir et la façon dont il souhaite obtenir ces différentes infos. Voilà. Donc, en synthèse, j'ai un tableau de bord très synthétique, on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur la définition et la construction d'un tableau de bord, mais j'ai quand même l'avancement de chacun de mes projets, je passe rapidement d'un projet à un autre, je vois l'évolution des projets, c'est important en tant que chef de projet évidemment. J'ai également l'avancement de mes tâches à moi en tant que chef de projet. Voilà, donc je vais retrouver les différentes tâches, des tâches qui sont actives, relatives par exemple aux spécifications. Je vais y retrouver aussi facilement les livrables et les personnes affectées à ces tâches. Donc j'ai une vue quand même complète, rapide, depuis ce tableau de bord. Maintenant, on va revenir au contexte de travail. Je vais pouvoir, depuis mon contexte de travail, faire un certain nombre d'analyses et de compréhension sur l'ensemble des données du projet. Voilà, donc j'ai une vision classique par tableau de bord, j'ai une vision par camembert sur le contenu créé, généré par les différents membres, le contenu par type d'objet, type d'informations dans mon projet, etc., etc. Toutes ces informations-là sont adaptables et à construire en fonction de vos attentes en tant que chef de projet. Maintenant, je vais aussi pouvoir aller plus loin au niveau de mon contenu. Je vais pouvoir affiner mes recherches au travers d'étiquettes, au travers de tags. Ces tags vont me permettre de filtrer à partir d'un résultat déjà obtenu et petit à petit de réduire ma recherche et d'affiner ma recherche. Donc je peux voir par exemple les auteurs des dernières modifications qui ont été effectuées. Je vais aussi pouvoir assez facilement focuser sur des modifications effectuées à une date précise. On va remonter dans le temps sur une action qui aurait pu être faite en octobre 2016. Voilà, et puis même sur le 28 ou le 27 ou le 25, enfin une date, voilà, on va choisir une date un peu au hasard. Et en fait, on va affiner petit à petit la recherche. Donc on est parti d'une recherche, tout ce qui est de plus générique, recherche proposée par une interprétation du tableau de bord, et très rapidement réduire de plus de 3000 éléments notre recherche. Et cette recherche, elle est dynamique, je peux la faire évoluer en temps réel en fonction de mes attentes. Donc maintenant, si je veux voir l'état d'avancement de la conception de la moto directement en 3D, donc depuis l'assemblage CAD, dans le cadre du projet NACA 1000, et me préparer pour une revue de projet avec mon équipe. Je vais pouvoir filtrer directement sur les objets CAD et sur l'assemblage du projet NACA 1000, et je vais l'ouvrir directement depuis la plateforme, depuis la 3D Experience. Donc, l'assemblage 3D de la moto va se charger.
Je rappelle qu'on ne se trouve pas du tout dans une application, on n'est pas dans CATIA, on est bien uniquement dans la 3D expérience, dans un navigateur web, que cette fonctionnalité du coup sera accessible à tous les utilisateurs qui seront membres du projet, et que ça fonctionne d'ailleurs même sur une tablette, ce qui est extrêmement pratique pour de la revue de projet. Voilà, le chargement est terminé. On a bien chargé l'ensemble des représentations CAO en provenance de CATIA dans la 3D expérience. Et maintenant, on va pouvoir effectuer un certain nombre de fonctionnalités pour la revue de projet. On va pouvoir faire aussi simplement que dans CATIA, par exemple, des coupes dynamiques. Donc, Cédric va faire un certain nombre de coupes dynamiques. Voilà, on retrouve les mêmes fonctionnalités que depuis directement l'outil lourd de CATIA. Voilà. On va sortir de la coupe dynamique, on va pouvoir de la même façon effectuer un certain nombre de mesures directement sur la représentation 3D. Voilà. On va pouvoir aussi éclater l'assemblage pour cibler au mieux certaines pièces ou certains éléments assez facilement. Et puis, on va aussi pouvoir utiliser ces fonctionnalités pour faire des annotations qui vont me permettre de réaliser des actions de revue de projet de manière rapide et simple. Voilà, par exemple. Donc, ensuite, ces annotations, ces informations, ces fonctionnalités qu'on a pu faire sur le modèle 3D depuis la plateforme, on va aussi pouvoir les partager en dehors de la plateforme en créant tout simplement des images JPEG. Voilà, et on va extraire et récupérer ces informations-là pour les mettre sur un document, par exemple un document de revue de projet qui va retrouver sa place en tant que livrable ou en tant que document de synthèse d'une réunion dans les différentes étapes d'avancement de mon projet. Voilà. Dernière chose, le tableau de bord, on en a parlé tout à l'heure, le tableau de bord qu'on a créé, que le chef de projet a créé, eh ben, il va pouvoir le partager directement, le rendre public et le partager avec les autres membres de mon projet pour leur permettre d'avoir aussi accès au même type d'informations que moi et de parler la même langue en revue de projet. Voilà, donc nous sommes arrivés maintenant au terme de notre session sur ce parcours 3D expérience. Pour ceux qui ont suivi la vidéo dédiée à la conception, je pense que vous avez un certain nombre de réponses à vos questions sur ce qu'est devenu CATIA dans la 3D expérience, sur cette nouvelle dimension collaborative et PLM qui n'existait peut-être pas dans votre environnement CAO auparavant. Et nous venons d'y rajouter des capacités supplémentaires qui régissent la vie du produit, sa gestion, son cadre de mise en œuvre, etc. Donc nous espérons avoir réussi à vous montrer la 3D expérience sous une approche claire et concrète pour un usage centré relativement bureau d'études, ce qui devrait vous rassurer sur ses possibilités d'emploi, même dans une PME. S'il ne fallait garder qu'une seule chose à l'esprit, c'est que la 3D expérience, vous l'avez compris, c'est un tout. On a bien sûr détaillé des fonctionnalités CAO, des problématiques PLM, mais tout ça, c'est un tout. Et l'utiliser autour de ce couple produit-projet, c'est sûrement la première brique PLM la plus évidente à mettre en œuvre. Donc, son impact sur l'aspect collaboratif des services autour de la définition du produit et de la conduite du projet est évident et rapidement profitable à vos organisations sans perturber vos collaborateurs, mais en les fédérant autour d'un même challenge d'entreprise.